Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est hockey. Un autre beau mercredi des collaborateurs aujourd'hui. Alors que Maxime Larouche va être avec nous en première partie d'émission et Mathieu Desrosiers sera là à 19h30. Max Larouche nous a préparé du contenu intéressant ce soir, fidèle à son habitude. Puis là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la saga Erik Brannstrom. En tout cas, si vous n'en avez pas encore entendu parler, Max Larouche va venir nous raconter ça. Puis là, il l'a déjà fait. OK? Il est déjà venu à Ici c'est hockey nous conter comment ça se fait qu'il allait devoir se faire tatouer EB26 à cause d'un but d'Erik Brannstrom. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la tornade médiatique qui s'en est suivie. Et le voici avec nous, Maxime Larouche. Comment ça va, Max? Ça va super bien, toi, Matt? Ça va très bien, merci. Écoute, mon cher, des dernières semaines mouvementées pour toi, tu as terminé ATM. D'abord, félicitations. Merci, merci. Bravo pour ton stage à Québec, très mérité. Un jeune talent, je te souhaite la meilleure des chances. Merci, c'est bien fin. Et en plus de ça, c'est tombé dans l'oreille de quelqu'un chez lnh.com que ta fameuse histoire avec le défenseur Erik Brannstrom, que tu allais te faire tatouer EB26 suite à son premier but. Puis là, écoute, tu connais mieux l'histoire que moi parce que c'est la tienne. Je te laisse nous raconter ça. Mettons, part du début, du tweet, puis jusqu'à le DM, mettons. OK. Je vais faire ça rapidement pour le début. Là, on se rappelle le 23 mars dernier, 23 février dernier, je tweet ici, Erik Brannstrom marque un but ce soir face aux Canadiens. Je me fais tatouer EB26. Là, il marque son fameux but. Et là, là, ça se partage un peu, mais je pense que le monde ne pensait pas vraiment que j'allais le faire, on s'entend. Donc, ça a fait une petite tornade sur Twitter. Le monde partageait ça. C'était bien comique, mais le monde ne semblait pas comprendre que moi, j'avais vraiment en tête de le faire. Là. Le monde pensait que je niaisais. Puis non. Moi, je suis un homme de parole. Là. Je dis que je vais le faire, je vais le faire. Fait que là, c'est ça. Là, je check pour un tatouage. Là, les salons de tatouage, il faut se dire que c'était achalandé. Puis avec les mesures, puis tout, je pense que le monde peut prendre moins de... Les tatoueurs peuvent prendre moins de gens et tout. Bref, il y avait un certain délai. Et finalement, le rendez-vous allait au 29 mars, ce qui est lundi passé. Lundi, il y a une semaine. Donc là, c'est ça. Et là, je me fais tatouer EB26. Là, je me dis, il faut que je le mette sur Twitter, sinon les gens ne me croiront pas que je l'ai fait. Je le mets sur Twitter, puis là, ça commence à se partager un petit peu. Puis là, petit à petit, ça commence à se partager un peu plus. Puis là, à un moment donné, quelqu'un m'envoie l'article du lnh.com sur le tatouage d'Erik Brannstrom. Puis là, c'est vraiment ça qui a fait que ça a parti. À ce moment-là, sur Twitter, ça s'est mis à se partager en fou. Il y a un paquet de sites qui ont fait des articles là-dessus aussi. Là, je reçois, il y a quelqu'un qui me texte du journal à Ottawa, c'est Le Droit, je crois, une entrevue téléphonique. Là, on se parle le lendemain matin, un bel article qui sort là-dessus, super bien écrit. Avec une touche d'humour, je trouvais ça super. Le lendemain soir, à la radio Unique FM d'Ottawa, en entrevue live. Vraiment, puis, tu scrollais ton feed Facebook, puis le monde me disait, j'étais écœuré de le voir, ton tatou. Je te jure, oui, là. Le lendemain, je dis à du monde à l'école, hey, veux-tu voir mon tatou? Il dit non, j'étais écœuré de le voir, ton tatou, je vois juste ça. Tu sais, c'était pas à ce point-là, mais c'est vrai quand même que c'est un peu fou ce que ça a fait comme déboulement, comme suite d'événements dans les médias puis tout. Et là, au début, Erik Brannstrom a seulement liké le tweet. Tu sais, j'étais comme, hey, je pense que ça aurait valu un retweet, mais c'est beau. Et là, au moins, il a notice, tu sais. Ouais, c'est ça. Au moins, il a vu ça, qu'un jeune fou s'était fait tatouer ses initiales. Une couple d'heures après, il a retweet. Il faut savoir que Brannstrom, là, j'ai l'air un peu creep en disant ça. J'ai l'air de suivre ses réseaux sociaux de près. Tu les suis de près. Ouais, mais c'est ça. Puis là, quand il a retweet, j'étais comme, OK, c'est fou parce que ce gars-là retweet quelque chose à peu près aux 3-4 mois. La dernière chose qu'il avait retweet, c'était il y a 3 mois. C'était quelque chose, un article sur son frère Isaac qui joue en Suède. Et c'est ça, j'étais comme, OK, c'est quand même cool.
Puis là, c'était-tu le surlendemain ou le lendemain matin, j'étais en train de déjeuner, j'étais à table, je me souviens, il était 9h pile. J'ai reçu une notification. Éric Brandstrom, 2 petits points. Hey man, nice tattoo. Là, au début, je réagis même pas parce que je suis certain que c'est fake. Je suis certain que c'est pas le vrai Éric Brandstrom. Puis là, je m'envoie le message, je vois que c'est une photo d'Éric Brandstrom. Je clique, mais c'était lui, Colin. C'est Éric Brandstrom, il écrit Hey, nice tattoo, are you living in Ottawa? Et il me demande si j'habite à Ottawa. Je dis ben non, j'habite à Québec. Je dis pas pour mon stage, je dis j'habite à Québec. Là, il me dit ah, OK. Puis là, il me demande mon adresse pour m'envoyer un jersey. Là, je te crois pas! C'est une primeur, ça, ce soir, parce que sur Twitter, j'ai juste dit qu'il allait m'envoyer un cadeau. Là, je me suis dit, pour Matt, je vais lui laisser la primeur dans son show. Je te crois pas! Donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer un jersey. Ah, nice! Fait que, hey, là, le sourire que j'avais, je pense qu'il se sent encore en ce moment, le sourire que j'avais d'en face à ce moment-là. C'est quand qu'il t'a écrit? Aujourd'hui? Non, il m'a écrit, c'était comme le lendemain du tatou ou le surlendemain du tatou. Puis t'as gardé le punch. Puis regarde, on voit Steph Huard du Phoenix de Sherbrooke qui écrit wow, là. Ça, c'est coq, là. That's it, mon Steph. Ben oui, puis écoute, wow, c'est certain. Écoute, là, je t'arrête parce que l'histoire est trop belle, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est pas juste un addon, là. T'as pas choisi un joueur sur la feuille de match, puis tu t'es dit, si Max sont premiers dans LNH, non. Il y a toute une histoire d'amour avec Éric Brandstrom. Max, pensais-tu avoir accès à lui directement? Si rapidement? Ben non, parce que, tu sais, sur Twitter, tu peux pas écrire à quelqu'un qui ne te suit pas. C'est ça. Fallait vraiment que ce soit lui qui initie le contact, vu que je le suivais. Lui pouvait m'envoyer un message privé, mais moi, je pouvais pas y parler à Éric Brandstrom, là. Hey, non, c'est... Puis après ça, on a continué à jaser un peu, puis j'étais comme... On jasait. J'étais en train de jaser avec Éric Brandstrom. Ben ça, c'est incroyable. Genre, vous disiez quoi, genre? Hein? Vous disiez quoi, genre? Ben, j'ai raconté un peu l'histoire de ouais, c'est drôle, oui. Des années, je me suis levé le matin, il dit ah, ça, il disait merci de croire en moi, puis je trouvais ça super. Ben, c'était écœurant, ça, là. T'as pu lui partager directement cet amour-là que t'as pour lui. Ouais. Ah non, c'est ça. Puis là, il m'a dit écoute, ça devrait prendre 2-3 semaines à recevoir ça chez moi, après je vais l'envoyer chez toi en parlant du jersey. J'ai tellement hâte de recevoir ça, là. Je vais dormir avec, je pense. Écoute, il va sûrement être signé ou ben là, il va avoir de quoi, mais peut-être même avec un mot. En tout cas, là, je ne veux pas trop te faire rêver. Tu sais, mon coloc, la semaine passée, me faisait remarquer, il me dit, c'est pas pire, t'as eu un chandail autographié pour 60$ finalement. Je suis comme, ouais, c'est une façon de le voir. J'ai payé le tatou, puis je me ramasse avec un jersey signé. Ben, même à ça, le 60$ pour un tatou, c'est raisonnable. Ben oui, vraiment. On peut dire que la valeur du tatou est remboursée puis que le chandail, il est carrément gratuit. Ben oui, c'est un cadeau, là. C'est vraiment cool. Non, j'en reviens pas encore. Je repense à ça, puis ça fait une semaine, puis là, le tourbillon un peu médiatique est terminé, puis je repense à ça, puis je me dis, Colin, que ça n'a pas de sens comme histoire. C'est magique. Quelle belle histoire, par exemple. Sérieux, là. C'est magique, puis même si Éric Brandstrom ne devient pas un super joueur, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais même si ça va rester toujours une belle histoire. Puis même, pour lui, c'est cool. Lui, là, c'est pas un Sidney Crosby, là. Il doit pas en avoir qui tripe tant que ça sur Éric Brandstrom. En fait, je pense pas que quelqu'un tripe autant que moi sur Éric Brandstrom. Non, je pense pas non plus. Ben, peut-être, tu sais, des mordus, là, en Suède, là, je sais pas, là. Ouais. Même là, tu sais. Fait que, tu sais, lui, de voir un gars de Québec se faire tatouer, lui, il doit se dire, ben voyons donc, c'est bien drôle, ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment une scène comme histoire. Je me considère tellement chanceux. Tu sais, quand on dit un gars fait sa chance, là, c'est. Tout à fait. Je pouvais pas plus la faire que ça, là, tu sais. Mais en même temps, la chance que ce soit le jour du but que je tweete ça, puis qu'après ça, il le voit, puis il décide de m'offrir le jersey. Écoute, c'est incroyable comme histoire. On fait-tu un film? Écoute, le scénario est déjà écrit, là. Ouais, c'est ça que je te réponds. Un film de 2 heures serait peut-être long un peu. Ou sinon, Kino.
T'aurais eu le temps, là, à Jonquière. Ah, Ça aurait été j'aurais parfait pour un dû. bon kino. Ah, j'aurais dû. Seuls les gens de Jonquière vont pouvoir comprendre ce Oui, gag-là. ouais, tout à fait. Mais Max, qu'est-ce qui a été le plus spécial pour toi d'avoir autant d'attention, c'est-à-dire les entrevues à la radio, le texte dans le droit? Je crois qu'à Québec aussi, ta station a Ouais, parlé à du fait Boulevard, que, ouais. ouais, bon, c'est ça. Est-ce que c'était qu'on parle de ça, étant donné que c'est complètement unlikely, là, pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais dans le sens, tu tweets ça quand le gars a quoi, 50 matchs dans la Ouais, je LNH? pense que c'est son 40e à peu près. Bon, 40, n'a pas encore marqué contre le Canadien, c'est comme parfait. Ça arrive, écoute, déjà les odds que ça arrive sont Ouais. écœurants. Après ça, une fois que le tatou est fait, qu'on en parle, c'est déjà cool, là. Moi, je trouve qu'on en ait parlé parce que c'est le genre d'histoire inusitée qui fait sourire, justement. Mais est-ce que le plus spécial, c'est tout ça ou c'est le fait que Brandstrom, un, est au courant, deux, si un jour tu couvres les sénateurs ou peu importe, puis t'arrives, tu fais, je sais pas où est le tatou, là, mais ça, il va faire, ah ben c'est toi, Ouais. mon fan, là. Il va savoir parfaitement qui tu es, là. Ouais. Ben, honnêtement, le moment le plus spécial dans tout ça, c'est sûr que le moment où le but a été fait, c'était spécial. Mais Ben à part oui. ça, je pense que c'était vraiment quand je me suis rendu compte que c'était le vrai Eric Brandstrom qui venait de m'écrire. À Ben ce oui. moment-là, quand j'ai fait OK, c'est vraiment lui qui a pris le temps. Tu sais, c'est pas. Il n'était pas obligé de faire ça. Lui, là, c'est pas un gars qui gagne des millions puis tout, là, sans dire qu'il ne doit pas mourir de faim. Là. Mais tu sais, de me payer un jersey puis tout, il n'est pas obligé de faire ça. Là. Lui, en ce moment, il a un salaire de Ligue américaine. Tu sais, il vient d'arriver en Amérique. Fait que c'est vraiment cool qu'il prenne le temps. Moi, c'est quand je me suis dit, OK, ce gars-là est vraiment cool. Ce gars-là est vraiment smart. Il prend la peine. Je trouvais ça vraiment super. Puis, tu sais, juste de me rappeler les premières fois que je le voyais jouer, puis que je commençais à triper sur lui. Puis là, après ça, me dire, hey, il y a tout ça C'est qui est quand, arrivé. Max, hein? C'est quand la première fois que tu le. Ou tu sais, à peu près, là? Ça fait combien de Ouais, temps? ben je te dirais que ça devait être dans le temps des fêtes en 2017. Mettons, tu sais, il a été repêché au repêchage 2017 de la LNH. Donc, c'était une couple de mois avant ça, quand je commençais vraiment à suivre les espoirs. Puis que là, j'écoutais le HV 71 en Suède, puis que ce joueur-là m'a vraiment tapé dans l'œil. Fait que, tu sais, c'est de se remonter à, tu sais, ça fait 4 ans de ça, là. Puis aujourd'hui, ça arrive. Fait c'est vraiment Moi, fou je comme trouve histoire. ça, ce que je retiens de tout ça, c'est juste 4 ans, dans le sens où c'est incroyable que tu te sois déjà rendu à lui. Je veux dire, moi, j'aurais pensé que cet amour-là se serait bâti tranquillement avec sa carrière. Ben écoute, il n'aura pas joué 100 matchs dans LNH, que déjà, il va savoir qu'il y a un gars qui s'appelle Max Larouche, qui a ses initiales et son numéro de tatoué. Puis pas juste ça, là, qui suit sa carrière, ses médias sociaux au pouce carré, mais pas de manière obsessive. Ouais, ben c'est ça fait quasiment peur. Non. Vraiment, je dis ça de manière sympathique, bien sûr, Ah, ouais, mais oui. non, c'est incroyable que en début de carrière comme ça, tu l'as dit, vient d'arriver en Amérique, qui prend la peine qu'il remarque, c'est une chose, mais qui prenne la peine de faire ce contact-là, c'est très cool. Non, vraiment, je trouvais ça. Très belle histoire, très, très belle histoire. Puis écoute, j'ai hâte que tu nous le montres. On sent que ton prochain segment, tu vas le faire avec un chandail rouge. Ça va être le rouge. Ben oui, c'est clair. Mais j'ai hâte de voir ça va être quel chandail. Là c'est ça qui va être une surprise aussi. Là. Il y en a des. Est-ce que ça va être le chandail Reverse Retro des Sens? Est-ce que ça. C'est ça que j'ai hâte de voir. Le Ils sont local, tous beaux, là. Ça va être une surprise. Ouais, ben oui, bon, à suivre. Mais belle surprise à venir dans la poste. J'ai bien hâte. Je te fais la promesse que le prochain, ici, c'est hockey. Si bien sûr j'ai reçu le jersey, je le fais avec. Ben oui, écoute, je n'en espère pas moins. J'ai hâte de voir ça. Puis c'est comme un peu un running gag parce que ça fitait avec le début. Ton premier passage à l'émission, il y avait un déroulement qui suivait l'histoire. Même chose lors de ton deuxième passage. Bon, ben, puis on va conclure la boucle avec le cadeau. Ben, hâte de voir s'il y a une signature ou quelque chose. Puis là, Max, ta chronique, ça s'appelle Les Young Guns. C'est pas pour rien. Parce que là, tu veux nous parler d'une question qui suscite les réactions dans la LHJMQ. Ben, je veux dire, c'est pas une question qu'on aborde souvent, mais je pense qu'il y aura plusieurs points de vue par rapport à ça. Et tu es prêt à énoncer quelque chose, toi. Tu dis que les équipes qui se sont montées des clubs, là,
qui ont des clubs avec plusieurs joueurs vedettes, exemple, ton club, les Foreurs de Val-d'Or, c'est plus difficile pour eux en séries éliminatoires. Là, je ne sais pas si je dis bien la chose. Je te laisse nous préciser tout ça. Ce qui vient, tu sais, le début des séries, le format, on va le rappeler aux gens rapidement, là, assez rapidement parce que, tu sais, c'est un peu complexe, puis je vais dire rapidement. Première ronde, qui en fait la qualification, bien là, les Foreurs n'en font même pas partie. Les meilleures équipes au classement ne sont même pas là. En fait, ça va être... là, c'est censé être un 3 de 5, mais là, avec le report des séries, des cas de COVID, ça va peut-être être même un 2 de 3. C'est pas évident, ça, mon Dieu. Puis peut-être que le format va changer au complet aussi. Peut-être que ce qu'on fait en ce moment-là va servir à absolument rien. On le fait quand même parce que pour le moment, ben c'est ça qui est ça. Donc là, ça reste des séries normales. Les équipes qui ont fini au sommet de leur classement, de leur division, ben eux, ces équipes-là, ben en ce moment, on leur baille, ne participent pas à cette ronde de qualification-là. Donc, on passe à la prochaine ronde. Là, c'est une vraie série, 4 de 7. Encore là, c'est dans la normalité. Moi, Matt, où je viens à avoir un petit bémol, et ça, je le pense depuis des semaines, puis je me dis, crème, je ne suis pas sûr. La demi-finale, est-ce que tu as regardé un petit peu de format et tout? J'ai un petit peu, oui, mais je te laisse continuer. Si j'ai des questions, La demi-finale se fait à 3 équipes. OK. Et elle est sous formule de tournoi à la ronde. OK. Et moi, à mes yeux, il n'y a pas une équipe qui peut battre les Foreurs de Val-d'Or cette année dans un 4 de 7. Mais dans un tournoi. Dans un tournoi, un match, ça se perd très vite, un match. Et là, il va y avoir les 3 meilleures équipes, normalement, de la LHGMQ dans ce tournoi-là. Disons que les Foreurs y sont. Ajoutons à ça, il va y avoir une équipe des Maritimes, disons, nommons les Highlanders de Charlottetown. Et il va y avoir une autre équipe, que ce soit les Cataractes de Shawinigan ou ça pourrait être... il y a quelques équipes qui vont pouvoir se battre, les Tigres de Victoriaville qui ont une solide équipe. Bref, peut-être même les Saguenayens qui pourraient se faufiler, l'Armada qui n'a pas une mauvaise formation. Bref. Les Highlanders, là, tu me demandes, est-ce que les Highlanders pourraient battre les Foreurs de Val-d'Or sur un match? Ben oui. N'importe quelle équipe peut battre les Foreurs de Val-d'Or sur un match parce que dans le hockey, n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe sur un match. Donc, c'est la beauté de ce sport-là. Le fameux tournoi à la ronde où chaque équipe, les 3 équipes, en fait, vont affronter les 2 autres 2 matchs. Et là, les 2 meilleures équipes vont passer à la finale. Et si la première équipe, par exemple, a gagné tous ses matchs, bien là, les équipes 2 et 3 au petit classement vont s'affronter dans un pied d'égalité. L'équipe qui gagne va aller en finale. Donc, c'est quelque chose, là, ce plan-là. C'est vraiment spécial, là. Les séries se déroulent normalement. Et puis là, tout d'un coup, OK, là, avant la finale, il reste 3 équipes. Il va falloir faire un petit tournoi à la ronde, les boys, pour décider ça. Puis ici, c'est un peu comme si chaque match était un match numéro 7. Là. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, Max? L'affaire là-dedans, c'est... J'allais dire, les Maritimes viennent tous scraper. Les Maritimes font partie de la Ligue. Mais c'est pas contre les Maritimes. Là, mais non, c'est ça. Mais c'est là la complication. C'était parce que là, je parlais en début du format au Québec, du début des séries au Québec. Dans les Maritimes, honnêtement, je ne l'ai même pas checké comment ça se passait parce que ça m'intéresse moins. Puis moi, tout ce que j'ai retenu, c'est les Highlanders de Charlottetown vont être là à la fin de tête, qui ne seront même pas là. Le Titan peut surprendre. Je l'ai dit, n'importe quelle équipe peut surprendre. Mais les Highlanders, est-ce qu'ils vont avoir un chemin plus facile? Puis là, arriver frais au tournoi à la ronde. L'autre équipe, que ce soit les Tigres, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? J'imagine que c'est la décision qui a été prise. Ça aurait été dur de faire quelque chose de différent. Mais c'est vraiment ça. C'était comment, la vraie question, Matt, c'était de dire, OK, comment on amène les Maritimes? Parce qu'on ne pouvait pas se mettre à jouer au yo-yo. OK, si l'équipe va venir jouer au Québec, OK, cette série-là va être dans les Maritimes, au Québec, Maritimes. Les gouvernements n'auraient jamais laissé passer ça. Là, le défi, c'était de présenter un plan qui allait passer à la santé publique du Québec, qui allait passer aux santé publique des Maritimes. Et là, c'était surtout là la difficulté. J'imagine que ce n'est pas le premier plan qu'on a présenté. Mais regarde, là, c'est ça. Donc là, ça va être aux équipes de clutcher.
Tu sais, Mais là, dans les maritimes, ça a joué plus qu'au Québec. Là. Ils ont joué plus de matchs, ça a été moins interrompu. Ben, ça dépend des équipes encore. Là, Okay. il y a plusieurs provinces. Puis, c'est comme au Québec un peu, c'était plusieurs régions. Au début de l'année, les Foreurs jouaient tout le temps contre les Huskies. Puis pendant ce temps-là, il y a les Foreurs, je pense qu'à un moment donné, on était rendu à 20 matchs de jouer. Il y a des équipes qui en avaient joué 3-4. Les Maritimes, à un moment donné, je pense, les Wildcats, je pense, qui ont été arrêtés longtemps. Ouais. Donc, c'est un peu la difficulté un peu partout au Québec. Ben, un peu partout, en fait, dans la LHJMQ. Ça a été ça tout au long de la saison, la difficulté de s'assurer que toutes les équipes puissent jouer un certain nombre de matchs. Et là, en série, ben là, ça va être autre chose. J'imagine en fait, tout va être joué dans des bulles. Là. On s'entend, ça, c'est même plus une question. Là. Ça va être la formule de bulle, ou comme l'appelle la LHJMQ, la formule d'environnement protégé. Mais là, c'est ça. C'était ça demander, est-ce qu'on amène les Maritimes dans l'environnement protégé du Québec au début des séries, puis on fait toutes les... Parce que la formule la plus simple, vraiment sur papier, on enlève tout, on enlève les coups, ça aurait été d'amener tout le monde dans une bulle, comme l'avait fait la LNH la saison passée. Ça aurait été ça la formule qui aurait le mieux fonctionné pour faire des séries le plus normales possible. Mais là, tu ne pouvais pas dire, OK, on amène les 18 équipes de la LHJMQ dans une bulle au centre Vidéotron. Les équipes, un peu comme la LNH l'avait fait à Edmonton, à Toronto l'année passée, les équipes quitteront quand elles seront éliminées, puis l'équipe qui sera en finale, ben, elle aura été là de début avril à fin mai. Tu ne pouvais pas faire ça. La LHJMQ n'a pas les moyens de faire ça. Puis les jeunes, tu ne peux pas... Écoute, presque de la prison, là. C'est ça. Tu sais, les joueurs de la LNH sont payés des millions. Regarde, ils le font, là. C'est leur travail, tu sais. C'est vraiment leur vie. Là. Exact. Les jeunes joueurs vont à l'école, ont des études. Tu ne pouvais pas faire ça aux jeunes joueurs. C'était impensable comme scénario. Est-ce que ça a été réfléchi? J'ai aucune idée. Est-ce que ça a vraiment été sur la table comme scénario? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je dis, c'est que ça aurait été la formule la plus simple, mais la plus coûteuse aussi. Donc là, j'imagine que ça a été de faire la balance un petit peu entre santé mentale des joueurs, les coûts, ce qui, pratiquement, niveau hockey, va permettre aux fans de s'y plaire, de retrouver quelque chose qui ressemble à des séries. Puis là, je pense que c'est un peu ça le compromis qu'on a fait. Tu sais, j'en ai parlé. La première ronde, en fait, la ronde de qualification, c'est des vraies séries, c'est des 3 de 5. Ensuite, tu as un 4 de 7. Donc, ça ressemble à des vraies séries. Moi, vraiment, le bémol, c'est le mot que j'utilise. C'est que tu arrives à un moment donné, au tournoi à la ronde, que là c'est le fait c'est une demi-finale, il y a 3 équipes. Juste là, c'est tellement étrange. Tu sais, une équipe va peut-être jouer à un certain moment en sachant qu'elle est éliminée. J'imagine que la LHJMQ va éliminer ce match-là, en fait, si ça arrive pour des raisons évidentes. Là. Mais c'est vraiment c'est spécial. Mais tout est spécial. Regarde, on va être content d'avoir des séries. Moi, le point, puis c'est le point que je voulais amener, je le répète, n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe sur un match. Donc, les Foreurs de Val-d'Or, même si moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas une équipe qui battait cette équipe-là sur un 4 de 7, sur un match, who knows? On ne sait pas. Écoute, est-ce que ça va crier? Là, on va aller à la question de notre ami Danick Martineau juste après, mais avant, je veux conclure là-dessus en te posant la question qui tue, en fait, par rapport à ça. Est-ce que ça va crier à la fausse coupe? Parce que là, le scénario qu'on s'imagine, les Foreurs arrivent contre une équipe qui, sur papier, est moins bonne. Je prends les Foreurs comme exemple parce qu'ils ont une très bonne équipe. Perdre un match où ça va pas bien, le gardien ne se présente pas, peu importe. Un match où ils dominent, la rondelle entre pas, puis ça arrive des matchs comme ça. Non, c'est ça. Puis, pouf, sont éliminés et l'autre équipe gagne la coupe. Est-ce qu'on va dire... Tu sais, les commentaires vont être là. Comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, l'an dernier, quand la LNH a fait une coupe Stanley, je pense pas qu'on a fait... Ça, c'est la coupe COVID. Les séries ont été chaudement disputées, même pas de fans. Hey, c'était du hockey de qualité. Les gars avaient hâte de jouer. Je pense pas que le premier réflexe de personne, ça a été de dire cette coupe-là ne comptera pas comme une normale. Même dans 5 ans, j'ai pas l'impression qu'on va dire celle-là, c'est la COVID Cup. Mais en tout cas, on l'a vu certaines personnes, oui. Ouais. Mais je veux dire, de mon point de vue à moi, avant les séries, je me serais attendu à ce que ça soit beaucoup plus flagrant. C'est ce point-là que je veux amener. Ouais. Dans un monde où rien d'anormal se passe, l'équipe qui devrait gagner, gagne. Je pense pas que ça va chialer. Mais dans un monde où il arrive un upset
qui n'aurait pas pu arriver dans un 4-7, est-ce qu'on va crier à la fausse coupe? Écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est très simple comme réponse. Peu importe ce qui arrive, il y a des gens qui vont crier à la fausse coupe. Si les Foreurs gagnent la coupe, les partisans des Huskies, les Huskies vont crier à la fausse coupe. Ils l'ont eu facile. Ouais. C'est bonne ça. réponse, Max. Donc, peu importe, ça va crier à la fausse coupe, que ce soit n'importe quelle équipe qui gagne. Puis c'est... Regarde, on va vivre avec, c'est ça qui est sûr. C'est une très bonne réponse. C'est pas... Puis moi, j'ai aimé le raisonnement de certaines personnes qui répondaient aux gens qui disaient que la dernière Coupe Stanley était une fausse coupe. Il y a certaines personnes qui disaient « T'as raison, c'est une fausse coupe. Ça a été la plus dure de l'histoire à gagner. » Oui, c'est ça. C'est une coupe et demie, c'est pas une demi-coupe, c'est une coupe et demie. Oui, parce que t'as demandé à des joueurs de vivre littéralement en prison, sans comparer leurs conditions à une prison. C'était quand même... On peut comprendre la comparaison, là, de s'éloigner de leur famille pendant des mois. Ça faisait des compétitions de ping-pong déguisées à je sais pas quoi. Donc, là. Les gars s'ennuyer rare. Là. Le Lightning a été là longtemps. Là. C'est des conditions terribles. Là. Mentalement, c'est tellement dur. Ben, c'est un peu la même chose avec les gars de la GMQ. Toute l'année, ça a été... On peut comparer la situation avec des gens de la vie de tous les jours. Nous autres, on est tannés que ça ferme, ça rouvre, ça ferme, ça rouvre. Eux autres sont tannés de savoir, OK, on va-tu jouer, on ne joue pas. OK, il y a un cas là, on arrête 2 semaines. OK, il y avait un cas dans une équipe contre qui on a joué. Nous, on n'a pas de cas, il faut arrêter quand même. Là, les séries étaient supposées commencer en fin de semaine. Là, on ne sait pas ça va commencer quand parce qu'il y a 2 équipes qui ont des cas. Les 3 équipes qui ont joué contre ces équipes-là sont à l'arrêt. Les joueurs doivent être mentalement épuisés de toujours se demander est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner demain? Est-ce qu'on va pouvoir jouer la semaine prochaine? Et surtout, quel impact ça va avoir sur ma carrière? Ah, ben ça c'est l'enfer. Ça, quel stress entre toi et moi, on s'entend. Nous, nos jobs sont pas en danger. Faut qu'on continue d'en parler. Mais eux autres, par exemple, c'est l'enfer. C'est vraiment pas évident. Ta réponse, Max, 15 sur 10, parce que ma question, il n'y avait pas de bonne réponse à part ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça va crier d'un bord ou d'un autre qu'il y a ci ou qu'il y a ça. Puis tu as tout à fait raison, c'est une belle manière de le voir. Ça n'a pas été facile pour eux, pour toutes sortes de raisons. Puis l'équipe qui va se rendre jusqu'au bout, ben écoute, là, peu importe là, qu'elle ait passé par quel type de procédé, elle va avoir assez trimé dur pour avoir son nom sur cette coupe-là. Ouais, ça, absolument. c'est indéniable. Je veux qu'on se garde les dernières minutes pour répondre à ce que Dan amenait, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça avec toi au podcast, puis tu connais tellement bien les Foreurs. Je pense que tu es la personne à qui il faut poser la question. D'abord, moi, je repêche très souvent à NHL le cher Justin Robida, attaquant top 9 élevé en 2e ronde. Je le repêche souvent, OK? Là, en plus, j'ai fait un déjà avec le Wild. Il y a un chandail vert, tu sais, Foreur. Ça fit. En tout cas, moi, je suis ce genre de gars-là. Parle-moi de Justin Robida, de son potentiel. Puis ensuite, Dan veut savoir le joueur qui a des meilleures chances de jouer dans la LNH, qui joue dans l'édition actuelle des Foreurs. Il y en a plusieurs qui sont repêchés, mais exemple, on dit le premier. Là. OK. Pour parler de Justin Robida, écoute, un mot pour ça, c'est maturité. C'est autant dans la vie, parce que je le connais personnellement, c'est tellement mature pour son âge. Aussitôt que je l'ai rencontré, il avait 15-16 ans, là, tu avais l'impression de parler avec un homme. Là. Tu sais, son père l'a élevé dans le hockey, son père l'a élevé pour qu'il ait une carrière. Là. Tu le vois, c'est de la maturité. Mais c'est le hockey sense aussi, son intelligence sur la glace. Moi, les joueurs comme ça me fait capoter parce que il y en a qui, tu vois, c'est pas le cas de Justin, de Robida, mais il y en a qui ont un talent un peu limité, mais qui, par le sens du hockey, sont capables de sortir du lot. Puis, ben, Justin Robida, il a cette intelligence supérieure-là, un des gars les plus intelligents du prochain repêchage de la LNH, et je le dis sans me gêner, là. Il voit tout sur la patinoire, puis il y a du talent aussi. Le talent, il est là. Son tir du poignet, à quel point il est capable de, malgré son petit gabarit, de couper au filet avec sa vitesse, de s'amener en zone offensive. Il voit les brèches dans les défensives adverses, puis il est capable de les exploiter, de rentrer. Puis... Pour moi, je vois des gens sortir de leur top 80 de classement d'espoir. Je suis désolé, si tu sors Justin Robida de ton top 80 d'espoir, tu n'as pas vu Justin Robida, tu n'as pas bien fait tes devoirs. Tu sais, moi, au début, là, je le voyais comme un choix de première ronde, certain. Là, je vois d'autres gars, je me dis, bon, il va peut-être glisser en 2e. Entre
30, 40, OK, je peux comprendre. Il y en a qui sortent du top 50. Là, je commence à être pas sûr, il me semble, mais je ne vois pas ce gars-là sortir en troisième ronde. Tu ne peux pas sortir un gars si mature, si intelligent, si sérieux dans le hockey. Ça ne peut pas sortir du top 60. C'est impossible. Je veux bien croire qu'il est 5 pieds 7. Oui, c'est petit, 5 pieds 7, mais le monde qui dit qu'il est trop petit pour se faire repêcher tôt, c'est le même monde qui tripe sur Cole Caulfield. Fait qu'on peut-tu me donner un break? Ce gars-là, si tu le laisses trop glisser, tu vas le regretter. Puis, je le sais, en ce moment, je dis ça, mais je le sais que les équipes ne le laisseront pas passer plus tard que la deuxième ronde parce que pour moi, c'est évident. En l'ayant vu si souvent, ce gars-là, des fois, a des périodes un peu difficiles, puis tu vois qu'il essaie, puis il essaie. Puis quand ça rentre, bien là, dans les derniers matchs, justement, il joue très bien. Puis je suis content parce que ça marche, puis il marque des buts, puis ça roule bien. Donc, pour vrai, tu me dis que ce gars-là est repêché en première ronde, je suis au prochain repêchage, je suis zéro surpris. Tu me dis qu'il glisse en troisième ronde, là, je suis surpris, par exemple. Fait que, mais pour moi, juste un milieu autour de... Si j'avais une prédiction à faire aujourd'hui, là, ça serait 42e. Puis ça serait dans quelle équipe? J'aime beaucoup dire Chicago, j'ai un bon feeling, mais moi, Kraken de Seattle, là. Juste un Kraken, tu sais, début deuxième ronde, ça fitterait. Non, si j'avais une prédiction à faire, ça serait Chicago. Si j'avais à dire ce que j'aimerais, ben, ce serait le Kraken. OK. Chicago ou Kraken, 42e overall. On va se rappeler de ça. Et c'est un gars qui, malgré son petit gabarit, je l'ai vu jouer une seule fois. Je me rappelle un peu de l'avoir vu jouer dans le Midget 3 aussi. C'est un gars extrêmement intelligent. Moi, c'est ce qui m'avait frappé. Tous les petits détails, ça a l'air d'un gars très, très pro dans la manière qu'il s'implique dans la game. Max, on a le temps rapidement pour le gars qui est le plus proche de la Ligue nationale. Présentement. Là, j'imagine que c'est une guerre sur votre premier trio, là. Ou en tout cas, là. Ou à moins que tu me sortes Jordan Spence. Ah, Jordan Spence, j'y avais pas pensé parce que, tu sais, c'est pas le plus proche parce que son développement pourrait être un peu plus long, mais je serais pas surpris qu'il joue dans le show. Là. Il est tellement intelligent, son sens offensif, son coup de patin, il vole sur la patinoire. Mais s'il y avait un gars à nommer, tu sais, j'aime beaucoup Sam Poulin, là, c'est un gros bonhomme, puis il va se rendre dans le show, je suis zéro inquiet pour lui. Mais Jacob Pelletier, là, c'est vraiment un joueur spécial, sa combativité, son sens du jeu, lui aussi, c'est un gars qui a l'air d'avoir des yeux tout le tour de la tête. Il voit les gars quand même, toi, sur la galerie de presse ou sur la TV, tu ne les vois pas. C'est ce genre de gars-là, je l'ai dit, ça m'impressionne à un point fou. Est-ce qu'il va ressembler un peu à Brendan Gallagher dans la Ligue nationale, tu penses? Moi, sa fougue, son énergie un peu, pas en termes nécessairement de jeu physique, là. Ouais. Pour que Gallagher donne des mises en échec. Je vais amener une meilleure comparaison à mes yeux, là, ce serait Yanni Gourde. OK. Moi, c'est vraiment la comparaison que je vois le plus. C'est un gars qui est intense, c'est un gars qui est très combatif, mais qui a beaucoup de talent aussi. Puis, est-ce que c'est un gars qui va scorer 30 buts? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il a le potentiel de devenir un de ces gars-là qui est fatigant en avant du net, puis qui peut jouer sur le désavantage numérique, puis qui peut tout faire, puis qui est un chouchou en fait, il est déjà, c'est pas compliqué, Jacob Pelletier est déjà un chouchou des fans des Flames parce qu'on se ramène à Team Canada Junior là, au dernier tournoi. Le monde ne connaissait pas trop en entrant dans le tournoi. Ça n'a pas été long que Jacob Pelletier s'est fait un nom. Là. Je me souviens, les partisans des Flames l'adoraient, Jacob Pelletier, puis je suis certain que ça va continuer. Donc, je pense qu'il va avoir un impact dans LNH dès l'année prochaine. Puis les Flames, en ce moment, ça cherche un peu une identité. Là. Genre de joueur qui va en amener. Là. Jacob Pelletier va amener de l'identité chez les Flames, mais Sam Poulin aussi, là, c'est un joueur assez spécial. Puis, rapidement, là, Maxime Kajkovic, est-ce qu'il va se rendre dans la LNH? Encore une fois, la réponse que je donnerais, c'est je ne le sais pas, mais il y a le potentiel de devenir un attaquant top 6 et le lancer de ce gars-là, le flair offensif de ce gars-là, pas de doute pour moi, ça a le potentiel d'être un attaquant top 6 LNH et on connaît le Lightning de Tampa Bay, ça sait développer des joueurs de hockey, donc je ne serais pas surpris de voir Maxime Kajkovic dans la LNH. Ça sent la surprise de ce côté-là parce que c'est un joueur qu'on connaît, qui est répertorié, mais qui passe un peu en dessous du radar, j'ai l'impression. C'est vraiment un bon joueur de hockey, là. Ouais, c'est tout un joueur de hockey. C'est vraiment un bon joueur de hockey. Un talent, tu parles de talent brut, là. C'est peut-être... Est-ce que je dis ça? C'est peut-être le plus beau talent brut chez les Foreurs en ce moment. Tu parles de talent. Ça, c'est quelque chose, là. C'est tout un talent de joueur de hockey. Puis en plus, on a même le stamp approval de notre ami Martineau. Très satisfait des réponses. Excellent travail.
comme à chaque fois, mon cher Maxime Larouche. C'est un plaisir de faire ça avec toi. Tu es super bon, Max. On n'avait pas de notes aujourd'hui. On s'est préparé avant avec tes petits sujets. Puis écoute, un peu comme la dernière fois, ça y va comme dans du beurre. Très intéressant. Puis petite mention à nouveau. Montre-nous donc ton tatou. OK, je vais faire ça un peu. Là. Faut que j'enlève mon sel du case. Hey, là, comment je vais montrer ça? C'est le bordel, je m'excuse. Est-ce qu'on le voit? Caroline, je vais mettre ça sur mon lit. Est-ce qu'on le voit, là? Ben oui, on le voit. C'est bon, c'est bon. Je suis content en plus qu'on puisse le voir. Les gens qui vont réécouter la vidéo, ça va avoir valu la peine d'attendre jusqu'à la fin. Ouais. Bon travail, Max. On se reparle très bientôt. Keep it up. Puis bon stage, profites-en. Ah ouais, merci, mon chum. Salut. Yes, salut. Attention à toi. C'était Maxime Larouche qui est venu nous faire son segment. Son segment. C'est quoi, non? Son segment. Les kids, les... Appelez-moi le don, là. Dans le chat, là. Le nom de son segment. Maxime Larouche. Les Young Guns. Ah, c'est ça le nom. Qui est venu nous faire son segment, les Young Guns. Toujours très intéressant. Merci à notre ami Danick Martineau qui a interagi avec nous dans le chat. Ça nous a permis de dévier un peu sur les sujets qu'on avait prévus. Max qui nous a un peu parlé de Justin Robida et de son potentiel futur pour la Ligue nationale. Un gars très sérieux dans son travail hockey et autres, ainsi que le joueur le plus près de la LNH pour lui chez les Foreurs de Val-d'Or. On n'a pas eu de réponse claire, là, parce qu'il y a plusieurs gars, je pense à Jacob Pelletier, là, qui semblait être la réponse, mais tu sais, Samuel Poulain semblait pas loin non plus. En tout cas, les Young Guns chez les Foreurs, il y en a plusieurs. Ça tombe-tu bien, le gars qui fait sa chronique de Young Guns, ici c'est hockey, ben c'est un gars qui travaille pour les Foreurs. Hein? Nous autres, on fait des liens. Merci, Dan, pour les commentaires sur la coupe de cheveux. Tu as vraiment été le gars qui a carry le chat dans cette première entrevue, donc sur le premier segment de collaborateurs. Et on se retrouve avec Mathieu Desrosiers dans 1 minute seulement, qui vient nous parler un peu des Sabres de Buffalo. Ailleurs, ça va pas bien. Ils ont gagné hier, mais ça va pas bien du tout. Et des Penguins de Pittsburgh, eux autres, oui, dis-je bien, vont très bien. Et c'est son club au Doc Mathieu Desrosiers. On s'en reparle dans 1 minute.